Chien. Chat. Plutôt chat. Chien. Rihanna. Beyoncé. Rihanna. Madonna. Rugby. Rugby. Foot. Rugby. Gastro. 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 Restaurant français. Les trois frères. Plutôt Didier Bourdon. Braque. Aucun des deux. Matisse. 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 Monet. Chocolatine. 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 Bordeaux. Bordeaux. Languedoc. Bordeaux. Rouge. 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 Accessible. 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 C'est un peu dur la fin. Plutôt bourgeoise. Alors, on va continuer avec une table ronde qui promet beaucoup, comme toutes les autres, mais voilà, celle-ci a particulièrement fière allure. On est très heureux qu'ils aient accepté, surtout, d'être avec nous. Ils sont pas si, on les voit pas si souvent. Donc, je vais accueillir Jean-Philippe Durand, que j'ai vu tout à l'heure. Voilà, le voici. Philippe Toinard. Où est-il, Philippe? Yves Candeborde, Mathieu Paco et Stéphane Jégo. Merci, messieurs. Installez-vous. Donc, c'est Yves. Bonjour, messieurs. Salut, Mathieu. Donc, Jean-Philippe Durand, qui est consultant. Voilà, consultant. On parlera peut-être plus en détail tout à l'heure. Philippe Toinard, journaliste, rédacteur en chef de 180, cette belle revue que vous connaissez certainement. Très belle revue, indépendante, qui est vendue en librairie. Yves Candeborde, un petit jeune chef qui débute. Voilà, le comptoir du relais. Oui, tu es plus jeune que moi, Yves. Donc, tu es très jeune. Stéphane Jégo, l'ami Jean, à Paris. Un petit chef aussi. Et Mathieu Paco. Mathieu Paco, c'est Histoire, Hexagone, Divelec. Et puis bientôt autre chose. On a vu passer ça. Un gros qui. Tu nous diras si c'est vrai, mais je pense que c'est vrai. On peut faire confiance à Thibaut. Donc, qui vient de racheter Apicius. Pour en faire certainement quelque chose de formidable, comme le reste. Et qui est aussi à Mourtoli en Corse. Voilà. Donc on a appelé ça la guerre des étoiles, faire un petit peu de provocation. On ne l'a pas fait exprès, on a choisi bien avant, mais on est évidemment dans l'actualité avec l'annonce de Sébastien Bras. Sébastien Bras, d'ailleurs on dit, je crois. Le 21 septembre dernier, qui a annoncé qu'il souhaitait rendre ses... Arrêtez de vous battre. Il souhaitait rendre ses étoiles au Michelin. Ce à quoi le Michelin a répondu, les étoiles ne vous appartiennent pas, elles nous appartiennent à nous. Donc si on veut vous les laisser, on vous les laissera. On verra ce qu'ils feront en février prochain. Donc voilà, on vous laisse s'interroger un peu sur cette puissance des guides ou pas, cette influence. Est-ce qu'on peut vivre sans étoiles? Comment on fait? Est-ce qu'il y a une nouvelle génération de restaurants qui veulent, je sais pas, démocratiser ou modifier le modèle des étoiles? Est-ce qu'on le connaît? Voilà, on va réfléchir à tout ça tous ensemble. Je pense que ça va être dense. Je voulais attaquer par Yves, qui est quelqu'un qui a un discours, il le dit, hein, à la fois, les étoiles, c'est la chair de poule. Hein, quand un confrère, un copain a une étoile, c'est le premier à appeler. Donc on peut dire ça quand même, que le Michelin, aujourd'hui, reste une référence. Ouais, je pense que ça reste la référence. Je pense que tout cuisinier qui a appris à travailler dans des maisons étoilées, voilà, a été élevé à la sauce Michelin, quoi. Et après, je sais pas, même moi aujourd'hui, je suis pas capable de l'expliquer réellement pourquoi. Mais c'est vrai que c'est le Graal, quoi. C'est la consécration totale. C'est quelque chose de très important pour l'esprit, pour la philosophie du cuisinier, quoi. Mais toi, quand tu as donc quitté les palaces, les étoilés pour créer la régalade au début, tu as abandonné à ce moment les étoiles, mais c'était pas l'idée de rendre des étoiles. T'aurais pu... Non, mais je pense que les étoiles, on les abandonne pas, quoi. Moi, j'ai jamais abandonné Michelin. J'ai envie de dire, avec un peu de provocation, c'est Michelin qui m'a abandonné, quoi. C'est son choix. Ça, c'est vrai. Non, je pense qu'on les abandonne pas, les étoiles. Voilà, on a monté, nous, à l'époque, en 90, quand on part avec une vision un peu différente, voilà, de
de l'approche du restaurant, mais tout en pensant quand même qualité, tout en pensant respect du client, respect du produit, tout en mettant en application tout ce qu'on avait appris dans toutes ces grandes maisons avec tous ces grands chefs. On a fait une formule de restauration, voilà, un peu plus moderne, mais on était jeunes, c'est toujours pareil, on était jeunes. La vérité aussi, c'est qu'on n'avait pas d'argent, parce que je pense qu'il ne faut pas l'oublier, c'est peut-être le nerf de la guerre. Quand on veut monter aujourd'hui un restaurant étoilé, je pense que Mathieu en parlera peut-être beaucoup mieux que moi, ben, il faut quand même un minimum d'argent, d'un peu de finances pour arriver à avoir ce standing, à avoir voilà, le nécessaire pour faire un restaurant gastronomique. Donc nous, on a monté un restaurant sans aucune prétention, un restaurant qu'on a peint nous-mêmes. Stéphane était avec moi parce qu'il a passé 12 ans avec moi, donc on a commencé sur une gazinière ménagère. C'est vrai que c'était un peu archaïque, mais bon, on a fait avec nos moyens. Mais par contre, nous, on était persuadés d'être dans la course aux étoiles. On était sûr, parce que le discours du Michelin était la première étoile, c'est l'assiette. Et voilà, on y croyait dur, et tous les ans, on avait un peu la boule au ventre en se disant, est-ce que cette année, ça va être pour nous? Bon, ça n'a jamais été pour nous, et c'est vrai qu'on a moi, personnellement, en tant que cuisinier, j'aurais toujours cette déception-là, quoi que je fasse, c'est la réalité. Mais après, bon, la vie fait qu'on s'aperçoit qu'il y a des choses plus importantes, on s'aperçoit que quand même le plus important restera le client, et quand on a la chance d'avoir un restaurant de 42 couverts, où on arrive à faire 120 couverts pendant 12 ans, en ayant un an de réservation d'avance, ben, je pense que c'est les plus belles des étoiles. Quoi. Toi, Stéphane, quand tu as monté la maison, tu revendiques de faire une cuisine sans étoiles, de ne pas être dans cette course-là? Bah, si tu veux, moi, j'ai jamais été vraiment dans la course aux étoiles, sachant que quand je suis arrivé avec le chef, pour moi, un macaron, c'était un gâteau. Donc, tout simplement. Donc, j'ai pas fait de grandes tables étoilées, j'ai pas fait de grandes maisons. Moi, j'ai connu la vraie gastronomie au sens propre de ce qu'on est là tous ensemble, à l'armée, et grâce à la rencontre de M. Candebord, avec qui j'étais 12 ans à ses côtés. Alors, quand j'ai voulu, moi, ouvrir la Mijan, c'est vrai que c'était dans l'idée de ce côté un peu de démocratiser, de casser toutes ces frontières et ces barrières, de pouvoir faire du bistrot, du gastro, du terroir, du rustique, mais avec une idée fixe, c'était surtout la qualité du produit, la qualité par rapport au client, et de pouvoir donner du plaisir et d'être fidèle à ce que M. Candebord a fait depuis toutes ces années, c'est démocratiser la haute gastronomie et la mettre à la portée de chacun. Et c'est surtout ça, ce contexte de qui a été vécu comme la bistronomie. Et donc, ce n'est pas vraiment une course aux étoiles. Moi, il y a quelques années, j'ai eu quelques péripéties avec le guide Michelin. S'ils avaient respecté qui on était par rapport à l'assiette, au produit, jamais je me serais emporté comme je m'étais emporté. Et j'aurais peut-être eu une étoile ou j'aurais peut-être été dans un sens similaire. Avec le recul maintenant, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Et je pense que voilà, c'est comme ça. On a vécu sans le Michelin parce qu'on s'est fait éjecter du Michelin. Mais en même temps, s'ils nous avaient donné une étoile, j'aurais été le plus heureux des hommes, inévitablement, malgré mon côté voilà, anti quelque chose. Alors, Mathieu, toi, tu es tombé dedans, tu es tombé dans la marmite tout petit, puisque tu es le fils de Bernard Pacaud, on le rappelle, même si aujourd'hui tu voles largement de tes propres ailes. Toi, tu le dis, tu affirmes que tu vises les étoiles. Et c'est quelque chose qui est important dans ton approche du restaurant. Non, mais c'est pas ce que je vise. Enfin, je veux dire que moi, je monte des projets et chaque projet a ses propres objectifs qui sont plutôt une motivation pour les équipes de dire on va chercher 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Ça motive beaucoup les troupes. Mais après, aucun projet est monté en disant tiens, on va faire un restaurant qui va avoir 1 étoile. C'est plus, par exemple, le Divelec, on l'a ouvert. Le but, c'était pas forcément d'avoir 1 étoile, c'était pas le but recherché. Bon, à l'arrivée, on est très fiers. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, moi, je suis assez d'accord avec Yves, c'est que la plus belle des récompenses, c'est d'avoir son restaurant qui est plein, d'avoir les clients qui viennent et qui reviennent, et d'avoir un restaurant complet. Et l'étoile Michelin, c'est plus une récompense, mais je pense qu'il ne faut pas aller les chercher. Ça vient, tant mieux, ça ne vient pas, c'est pas grave. Tant que le restaurant est plein, je pense, le plus important. Par exemple, Divelec, ça ne vaut pas plus qu'une étoile aujourd'hui. Moi, je pense que le Divelec, aujourd'hui, ça vaut 1 étoile. Par rapport aux autres 1 étoile de Paris, c'est un bon 1 étoile. Je ne dirais pas que le Divelec vaut plus qu'1 étoile. En revanche, Histoire. Tu as 2 étoiles. Oui, mais ça a 2 étoiles. Après, pour moi, Histoire, c'est un petit restaurant, il n'y a que 6 tables. Donc, vu de ma fenêtre, ça vaut largement 3 étoiles. Mais après, le Michelin aussi, c'est
ses codes et un peu sa lenteur. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on leur reproche. C'est qu'aujourd'hui, le monde va très vite. Le président a 39 ans. Donc, il faut qu'ils accélèrent un peu le rythme. Ouais. Toi-même, tu es plutôt dans le mouvement, non? Ouais, mais tu sais, je veux toujours que ça aille toujours plus vite. Alors, sur ces critères du Michelin, on peut peut-être demander à Jean-Philippe, qui, lui, se fait fort d'accompagner des restaurateurs, si ce n'est en leur promettant, c'est jamais une Je ne promets promesse, pas. on ne promet pas les étoiles, mais quand même, tu considères qu'il y a des démarches et des choses à mettre en place pour atteindre une, deux. Je pense que c'est ce que disait Yves, sur le fait que la première étoile, c'est l'assiette avant tout. Donc on se rend bien compte qu'en France, obtenir des étoiles, il y a aussi un contexte de cadre, de service, qu'à l'étranger, ils sont un peu plus enclins à donner une étoile à des chefs, alors que le cadre ne suit pas, quoi. Mais je pense que quand un jeune chef souhaite aller chercher une étoile, c'est vrai qu'il y a des conseils peut-être à lui donner, et moi c'est ce que j'essaie d'apporter au chef, c'est un accompagnement, aussi bien pour aller chercher une première étoile que pour aller rechercher 2 ou 3. Et bien évidemment, on va travailler sur des points un peu différents. Travaille sur quoi concrètement? Pour une étoile? Une étoile, c'est... mais le Michelin est en fait assez clair quand on lit les interviews de Michael Ellis, quand on assiste à la conférence de presse au mois de février. Il dit les critères qui comptent pour lui, c'est le produit, qualité, saisonnalité, c'est la technique de cuisine, c'est les saveurs, leur précision, leur équilibre. Donc pour une étoile, on sait un peu dans quelle direction travailler avec un chef pour lui permettre d'avoir une étoile. Pour 2... il y a un travail d'identité de la cuisine qui, pour moi, est la question clé. Le critère de personnalité que le Michelin, d'ailleurs, cite, c'est pour moi typiquement un critère de 2 et de 3. Et puis 3, c'est l'alignement des planètes. Donc ça arrive quand ça arrive, quand le Michelin a décidé que ça arrivait. Mais je pense qu'il y a quand même des choses à faire dans la construction de l'expérience. Toi, Philippe, on avait discuté de Sébastien Brasse. Il rend ses étoiles. Tu disais que ce n'est pas la première fois. Et c'est un mouvement qui est à l'œuvre aujourd'hui. Il y a une lutte entre les chefs pour toi et le Michelin, ou on n'est pas dans ce mouvement-là? Je vais quoi les être un peu rapports tatillon sur le rang de ces étoiles, parce que j'ai réécouté la vidéo ce matin. Et contrairement à d'autres chefs qui, par le passé, effectivement, ont demandé, ont rendu leurs étoiles, la différence avec lui, c'est qu'à aucun moment il parle de rendre les étoiles. Il dit juste: je ne souhaite plus figurer dans le guide Michelin. Et c'est bien ce qui pose le problème à Michelin, c'est que c'est la première fois qu'il se retrouve confronté à ça. Puisque ceux qui prévenaient le guide les années précédentes en disant je rends mes étoiles parce que je veux changer mon type de restauration ou parce que je revois ma façon de travailler ou ma façon de penser. Là, c'est pas du tout ça. En fait, lui, il a juste dit je ne veux plus y figurer. Donc le Michelin est un peu embêté parce qu'ils répondent nous, notre guide, on est là pour noter les bonnes tables. Un guide de voyage qui note les bonnes tables. Donc effectivement, on serait un peu curieux de savoir ce qu'ils vont faire en février prochain, parce que est-ce qu'ils vont respecter son choix et le sortir complètement, ce qui voudrait dire que quelqu'un qui vient en France avec un guide Michelin et qui va se faire les bonnes tables, va donc passer à côté de la table de bras. Ou alors le Michelin va faire ce qu'ils ont aussi l'habitude de faire, c'est bien faire ce qu'ils veulent. Et éventuellement, on va rétrograder à 2 étoiles. Je sais pas si légalement, s'ils demandent à ne pas y être. C'est pour ça que c'est un peu un souci pour eux, parce que c'est la première fois qu'ils sont confrontés à ça. On pourrait penser que c'est la liberté éditoriale du guide Michelin Bon, j'ai envie de dire c'est la liberté du Michelin, pourquoi pas, mais c'est quand même aussi la liberté du cuisinier. Il faudrait penser un peu au cuisinier. Je pense que moi je connais pas, parce que je ne parlerai pas de Sébastien Bras ni de la famille Bras, mais là, si c'est un choix personnel qu'ils ont envie de faire leur métier de façon différente, peut-être avec moins de pression, moi je pense qu'il faut les respecter. Tu as pensé quoi quand tu as entendu ça? Non, moi j'ai pensé, je n'ai pas tellement pensé, j'ai compris. Ouais, moi je pense que c'est à un moment donné peut-être quelqu'un qui a vécu déjà aussi dans ce milieu-là, qui a été élevé dans ce milieu-là, qui sait les travers que ça amène, cette pression naturelle que le cuisinier on se met tout seul, parce que c'est pas Michelin qui met j'ai pas envie de vous dire, c'est pas Michelin réellement qui met la pression au quotidien. C'est nous les cuisiniers qui se prenons au jeu et qui nous mettrons une pression qui est des fois même un peu surdimensionnée par rapport à la vie, quoi. Alors peut-être il a force de vivre dans ce milieu-là, il a peut-être envie aujourd'hui de faire de la cuisine, la même cuisine, avec peut-être un peu moins de pression et un peu plus de simplicité, quoi. Et toi, Mathieu, tu as vécu dans les étoiles, ça ne te fait pas peur? Il n'y a pas cette pression que Sébastien Brasse semble... Moi, je ne veux pas trop en parler, je ne sais pas du tout les tenants et aboutissants de tout ça, donc on ne sait vraiment pas pourquoi il a rendu ses étoiles. Est-ce qu'il a eu peur parce que il était dans... Qu'on les lui enlève. Il reprenait la suite tout seul. Moi, je n'ai pas la réponse à ça. Je trouve juste que c'est un peu facile
au bout, quand les gens connaissent le chemin du restaurant et que les 3 étoiles ont brillé pendant 15 ans ou 20 ans, de dire tiens, on les rend parce qu'on n'en veut plus. Moi, je sais pas, je trouve ça un peu. Je comprends pas la démarche en fait. À part que c'est pas lui qui les a eus. Hein. La vérité, c'est que là, lui, Ouais, il est arrivé, on lui a mis le chapeau sur la tête et a supporté cette pression-là. Mais c'est pas lui qui les a eus. Mais dans ces cas-là, la question aujourd'hui, c'est pas qui les a eus, parce que c'est qui les garde. Non, il ne veut pas les garder. C'est pas son choix. Non, mais c'est pas son choix. Mais après, il a le droit de dire qu'il veut pas les garder et de laisser Michelin faire son travail. Moi, je suis un peu d'accord avec ce que dit le Michelin. C'est un peu la liberté de la presse de dire, bah tiens, on est dedans. Le Michelin vient payer ses additions. On les connaît pas. Il juge. C'est comme un critique gastronomique qui vient chez vous. Vous le connaissez pas. Il vous juge. Il peut vous encenser. Et quand il vous encense, vous êtes toujours content. Il peut vous critiquer. Et là, on est moins content. Mais ça reste une liberté. C'est contrairement à des guides comme Pudlowski ou Le Bay, où les mecs viennent, se font rincer, machin, donnent les notes, et puis vous disent ah bah non, tiens, bah, je viens manger gratos. Bah, je leur ai dit la dernière fois, je dis si vous venez manger gratuitement, moi je vais mettre mes notes et je vais écrire mon texte. Et le Michelin, quand même, ne fait pas ça. Donc, moi, je dis, le Michelin fait ce qu'il veut. Le Michelin a un peu un pouvoir politique qui est autre que Pudlowski et Le Bay, si tu veux. Le Michelin a quand même une main mise sur un contexte gastronomique et politique. Quand tu vois tous ces cuisiniers qui ont cette pression pour l'enlever ou pas l'enlever parce que ça fait la pluie le beau temps, quand tu es cuisinier, que tu veux vraiment faire ton métier de cuisinier, la pression elle y est mise tous les jours, mais c'est parce que tu dois remplir ton restaurant et que tes clients, eux, doivent avoir vraiment le plaisir de revenir. Non, mais attends, le Michelin n'a rien à voir avec ça. Bien sûr que si, le Michelin donne... Tous les gens qui ont perdu des étoiles n'ont pas perdu forcément de chiffre d'affaires, et les clients sont venus, et je peux te sortir, tu prends Taïwan, la Tour d'Argent... mais là, tu parles des institutions, si tu veux, parisiennes. Il y a plein de petits restaurants. Le Taïwan a perdu 20%, hein, quand il a perdu la 3e. Oui, mais après il remonte. Enfin, je veux dire, il y a toujours, c'est 20% en 2015. Le Taïwan, ça n'est jamais remis, la Tour d'Argent, ça n'est jamais remis. Ouais, ça marche quand même bien. Je veux dire, ils sont pas. Ça marche bien, pas changé la donne. Vous prenez un restaurateur qui a une étoile Michelin à Guéret, j'ai rien contre la Creuse. Je pense que quand il perd son étoile Michelin, il est un tout petit peu plus mal que Taïwan et la Tour d'Argent. Où tu as raison. La restauration, elle n'est pas à Paris, en fait, elle est sur la globalité du pays. Tu as totalement raison, c'est l'intégrité du Michelin. Je pense que c'est pour ça que c'est le seul guide qui est référence, et le seul guide, je pense, d'ailleurs, qui fait son travail le plus sérieusement possible, je pense. Là, c'est une certitude par rapport à tous les autres guides, ça c'est complètement sûr. Mais malheureusement, c'est pas de leur fait, c'est certes. Mais il a tellement de pouvoir aujourd'hui qu'il met une pression, à tous les restaurateurs de France qui sont dans le monde étoilé. Quoi. Non mais attends, il met une pression, mais d'un autre côté, les gens, quand ils ont une étoile, ils sont là, ils font la fête, ils font 100% de chiffre d'affaires en plus, certains, bon, c'est ce qu'on dit. Ceux qui en ont 2, ils font du chiffre d'affaires en plus, ils arrivent à 3 étoiles, c'est une reconnaissance qui est mondiale d'un coup, parce que 3 étoiles en France, c'est quelque chose d'incroyable. Puis après, dès qu'on les retire, ils ne sont pas contents. Mais c'est un jeu. Si tu rentres dans le jeu, il faut accepter d'aller au bout et de se faire juger et de se dire ça les vaut pas. Non, mais je suis complètement d'accord là-dessus avec toi. Sauf que je pense aussi qu'on peut avoir le droit de dire j'ai plus envie de travailler cette pression. Je pense que j'ai juste envie de faire plaisir. Mais c'est pas ce qu'il dit, Sébastien Brun. Hein. Il dit pas ça. Hein. Il dit je vais me mettre encore plus de pression et et la qualité c'est encore plus au rendez-vous qu'avant. Donc il y a des discours qui est quand même un peu bizarre. Hein. Il dit je vais rien changer. Est-ce que je vais rien changer, mais je vais me mettre encore plus exigeant. Quand il dit je vais changer, c'est justement pour dire, parce que par rapport à Alain Sanderance qui avait rendu ses étoiles à l'époque, je ne sais pas qui c'est d'autres qui les avait rendues, qui avait ouvertement dit moi je les rends. Antoine Westermann. Antoine les avait rendues aussi. Non. Burizel, quand il a transmis à Eric. Mais bon, peu importe, ils avaient rendu en expliquant moi je les rends parce que voilà, je veux faire quelque chose de plus simple, je veux changer mon fonctionnement. Tandis que là, justement, il le dit, il ne veut surtout pas changer ce qu'il fait. Il veut continuer la même qualité, le même accueil, cette fabuleuse façon que la famille Bras a de vous accueillir. Il veut continuer impérativement à remettre en valeur son territoire. Il veut surtout rien changer de ce qu'il fait. Quoi. Mais par contre, il veut s'enlever cette pression du quotidien. Mathieu, il y a quand même une pression du quotidien. Tu peux pas... Mais une pression qui est la même que toi, tu peux avoir, que des gens qui font leur métier correctement font, la pression du client, la pression de remplir, de boucler tes fins de mois, tout le monde là. Sébastien Bras, il est rentré dans quelque chose. Pour moi, le Michelin ne doit pas le sortir. Je veux dire, et je suis assez d'accord, ils font ça pour les clients. Et toi, en tant que client, tu as envie de lire le guide Michelin et de te dire que c'est quand même un truc qui est justement qui est libre. Et si simplement lui ne se sentait pas à la hauteur, est-ce que simplement lui, en tant qu'être humain et même simple cuisinier,
n'avait pas envie, si tu veux, ne se sentait pas à la hauteur de ce truc d'un seul coup. Il la perdra. Enfin, je veux dire, Sauf que Michelin l'a jugé à la hauteur depuis. Michelin juge à la hauteur, donc là, bon, je sais pas. C'est complexe, hein, non mais. C'est complexe Est-ce que Michelin, Philippe, a fait la cuisine française encore aujourd'hui? Est-ce que les restaurateurs font une cuisine pour plaire au Michelin? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Est-ce que cette gastronomie française, elle est sous l'emprise du Normalement, Michelin? en tant que restaurateur cuisinier, tu ne dois pas faire de la cuisine pour plaire au Michelin. Non, mais on Tu peut dois faire poser de la la question, cuisine ouais. pour être libre et pour plaire déjà à tes clients et faire vivre un cheminement entre tes producteurs, toi et tes clients. Déjà, le but, c'est ça. Et de faire tourner ta maison, c'est pas faire Ça, c'est la base de tout cuisinier, mais je pense que c'est Ouais, monsieur qui Philippe qui est un observateur que nous. avisé. Philippe. Oui, c'est vrai que Non, mais c'est vrai que c'est je pense plutôt pour moi- Jean-Philippe. Moi, pour y avoir travaillé, dans les maisons où j'ai travaillé, dans des 2 étoiles et 3 étoiles, quand on faisait une carte, on réfléchissait Michelin. Voilà. Moi, je veux lire la cache, pour être honnête. Puis, parce qu'on savait un peu les tendances, on essayait de comprendre ce qui se passait. On n'avait pas à l'époque des gens comme vous qui accompagnaient, mais il y avait quand même le Club des 100, avec qui on était plus ou moins intime, qui nous donnait des signaux, qui nous donnait un peu des orientations, et on allait quand même en réflexion par rapport à Michelin. Il ne faut pas se voiler la face. Je pense que sur la construction d'une carte, il y a quand même un travail en amont, ce que dit Yves, hein, sur la cohérence, par exemple, et le sens du territoire dans lequel on s'inscrit. Le Michelin est assez sensible à ça. Mais je voulais reprendre ce que disait Mathieu là, sur la lenteur du Michelin. Et je pense que cette crise qu'il y a autour des 3 étoiles de Sébastien Bras, c'est aussi la sanctuarisation des 3 étoiles. C'est-à-dire que si on avait un classement plus dynamique, avec un jeu, comme vous disiez, sur le fait qu'on puisse gagner des étoiles, mais qu'on puisse aussi les perdre sur un rythme un peu plus rapide, dans un sens comme dans l'autre, finalement, ce serait un parcours de vie où le cuisinier, à un moment de sa période, a atteint 3 étoiles, et puis finalement fait un autre choix ultérieurement et de ne plus avoir ces 3 étoiles. Et puis comme critère que je n'ai pas évoqué tout à l'heure sur le Michelin, il y a le critère de régularité. Et c'est ça qui est une vraie pression. C'est-à-dire que c'est la régularité dans le temps, d'un service sur l'autre, mais aussi en interne sur la proposition culinaire. C'est-à-dire que le Michelin ne veut pas un plat à 3 étoiles et puis l'ensemble des autres plats à 1 étoile. Il veut vraiment un niveau global de l'ensemble de la proposition culinaire du restaurant à 2 ou à 3 étoiles. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'on sait très bien que créer des plats tous au haut niveau, c'est pas tous les jours qu'on a l'inspiration. C'est pas si simple que ça de créer des plats tous les jours. Enfin, voilà. C'est ça. Ça reste quand même une réflexion à chaque fois. Donc, Bien sûr. tout le monde n'est pas apte à créer des grands plats, et heureusement d'ailleurs que c'est un apprentissage. La régularité, moi je pense qu'un peu les cuisiniers, je vois un peu les gens qu'on a sur les différents restaurants, viennent quand même pour ça. C'est-à-dire qu'ils se sentent un peu comme ça les amuse, ça les excite, et ils aiment cette pression et se dire de toujours chercher à s'améliorer. Et ça, c'est quelque chose qui est excitant, qui est exaltant dans notre métier. C'est de toujours chercher à faire mieux. Là où je rejoins Yves, c'est que c'est vrai que dès que tu changes une carte, on pense toujours étoile. Est-ce que ça vaut... Alors ça dépend ce qu'on vise, mais c'est vrai qu'à Histoire, chaque fois qu'il y a un plat qui change, c'est se dire est-ce que ça a sa place dans un 3 étoiles? Non, c'est pas une pression, c'est juste donner le meilleur de soi-même. Ouais, mais est-ce qu'un jeune cuisinier qui s'installe connaît les fameux critères de... Enfin, nous, on ne les connaît pas non plus. Et la pression qu'il se met pour obtenir ce que c'est qu'un plat, 1 étoile. Est-ce que lui, il le sait quand il s'installe? Enfin, on est tous pareils, hein. On s'est tous installés un jour et on a tous appris. Hein. Donc, non, vous n'êtes pas tous pareils, il n'y avait pas tous les mêmes niveaux de scolarité. Ah ouais, non, mais je veux dire, tout le monde démarre quelque part et il fait son apprentissage. Hein. Il n'y a pas un livre secret que certains ont pour avoir des étoiles. Donc, le cuisinier qui s'installe, il va manger dans les 2-3 étoiles, il regarde et puis normalement, il peut se faire lui-même sa propre analyse de ce qu'il faut faire pour avoir 1, 2 ou 3 étoiles, parce que finalement, ça reste assez... c'est vrai que dans les 3 étoiles, à part la déco qui change, les produits, le service, c'est bien d'amener les choses, est quand même plus ou moins similaire de partout. Hein. Alors pourquoi le métier de Jean-Philippe existe dans ces cas-là, s'ils sont tous à égalité quand ils sortent du lycée hôtelier, mais après, parfaitement, et qu'ils savent donc faire un plat. Moi, je ne sais pas, je ne travaille pas avec des consultants, mais ils existent, donc ça veut dire que certains chefs en ont besoin a priori. Ah bah certains chefs en ont besoin, mais après chacun. Pour revenir sur ce que tu dis, Philippe, déjà j'espère que tous les jeunes cuisiniers, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, qui s'installent, d'abord qu'ils pensent à eux. Qui passent à se faire plaisir, à remplir le restaurant, à donner du bonheur. Parce qu'après, je pense que surtout au départ, je veux dire, si les étoiles vont arriver, elles arrivent. Et j'espère qu'elles arriveront un peu plus rapidement. Malheureusement, parce que Michelin, c'est vrai que là-dessus, ils sont encore au diesel, voire encore à la pompe à eau. Hein. Mais c'est un peu long des fois à démarrer. Mais avant tout, quel que soit le cuisinier qui s'installe, c'est pour se faire plaisir et trouver sa clientèle.
Et je pense qu'il faut d'abord trouver sa clientèle avant de trouver les étoiles. Parce qu'il pense déjà à trouver les étoiles en se disant je cherche que les étoiles avant de chercher des clients. Et les clients viendront parce que j'ai des étoiles. C'est pas la bonne démarche. C'est là que c'est mort, justement. Parce que là, on oublie que le restaurant, il faut qu'il soit plein pour avoir les étoiles. Parce qu'après, c'est là qu'on peut vous prendre. Moi, je peux vous prendre si mon restaurant est vide. Je peux mettre n'importe quel code. Ça servira à rien du tout. Après, la vraie question, c'est vrai. Pourquoi les cuisiniers vont chercher des gens comme Jean-Philippe? Ça se pose la question. Est-ce que c'est parce qu'ils ont un manque de confiance? Est-ce que je ne sais pas. C'est quelque chose peut-être qui. C'est quoi la démarche? C'est pour ça que moi je parle d'accompagnement. C'est-à-dire que moi j'ai beaucoup de respect pour le travail des chefs. Je les connais bien et en tant que passionné. Et donc moi je suis pas là pour apprendre le métier aux chefs. C'est-à-dire que c'est eux qui font le service tous les jours. C'est eux qui gèrent les clients, qui font tourner le restaurant. Donc moi j'interviens ponctuellement, plusieurs fois bien sûr dans l'année pour avoir un suivi et dans une démarche vraiment on écrit une histoire ensemble vers un objectif qu'on essaie de définir ensemble. C'est que tu n'aimes pas ce mot, c'est un coach, quoi. Oui, j'aime pas le terme de coach parce qu'il y a un côté comme ça un peu. Il y a des coachs partout maintenant. Moi, j'aime bien la notion d'accompagnement, d'une histoire humaine qui se crée entre un chef et quelqu'un qui va lui donner des clés. Moi, j'ai des chefs qui sont des très grands cuisiniers, qui ont 2 étoiles et qui n'ont pas besoin de moi en fait, mais qui ont envie d'avoir quelqu'un qui leur renvoie la balle, qui va discuter des détails sur un plat, qui va discuter l'histoire qu'il a envie d'écrire, l'identité qu'il a envie de trouver, et je l'aide là-dedans, quoi. Ça dépend du point où on part. Il y a un côté aussi psy, accoucheur. Enfin, Oui, moi on s'envoie des textos, il y a des photos de plats, des nouveaux plats. Comme ça, c'est un suivi, quoi. C'est une relation humaine et pas uniquement technique, quoi. Et toi, Philippe, qui mange beaucoup, et en province aussi, effectivement, qui n'est pas que parisien, enfin, qui mange beaucoup, tu gardes la ligne beaucoup mieux que moi. Il y a des disparités quand même. Est-ce qu'on comprend quand on va dans une étoile à Guéret et dans une étoile, je sais pas, à Toulouse ou ailleurs? Est-ce qu'on voit quelque chose vraiment qui se... Non. Ouais, il y a des vraies disparités entre... Parfois, je me demande si le guide Michelin ne fait pas des hiérarchies géographiques, essaye de rééquilibrer certains territoires qui ont des étoiles en retard par rapport à d'autres. Et on peut effectivement se demander, on peut constater qu'il y a des grosses différences entre un déjeuner chez Jacques Décoré à Vichy, qui a une étoile depuis des décennies et qui mériterait largement la 2e depuis des décennies, et qui est meilleur ouvrier de France. Et alors, là, j'ai rien contre la Mayenne, un chef à Laval qui a une étoile et qui est très très loin d'avoir le niveau de Décoré. Mais il faut, pour la Mayenne, sans doute rééquilibrer un petit peu sur cette partie ouest des Pays de Loire, rééquilibrer le nombre d'étoiles ou le nombre de récompenses. Et les disparités, elles se font là. Et il y a encore des disparités encore plus conséquentes entre certaines régions de France et Paris. Et du coup, à Paris, c'est plus difficile d'avoir une étoile à Paris, parce qu'il y en a beaucoup déjà. Vous pensez, Stéphane, Yves, il y a de ça aussi? À Paris, on est nombreux en ce moment sur le marché. Ça, comme ce collabore a commencé, il y avait très peu qui... Voilà, par rapport à ce fonctionnement, il y avait beaucoup d'étoiles également, mais là, on est nombreux. Il y a plein de jeunes qui s'installent, plein de jeunes très très compétents qui viennent de grandes maisons, de plus petites maisons comme chez nous. Et voilà. Mais à savoir s'ils cherchent vraiment l'étoile ou ils cherchent à se faire plaisir et à amener une petite pierre à l'édifice du métier de cuisinier, c'est la grande question. Et je pense qu'en vous écoutant, je suis bien content de ne pas courir après l'étoile, mais courir après une certaine liberté. Ouais. Et ça, c'est important. Surtout courir après une certaine liberté. Ouais, mais Stéphane, si tu l'as cette année, on va faire la fête pendant une semaine. On le sait. Non, mais la vérité, elle est là. Mais si je l'ai cette année, ça serait quand même un peu dommage. J'aurais bien voulu l'avoir il y a 5 ans, tu vois. Je me suis fait éjecter, j'aurais bien voulu l'avoir. Non, mais je pense qu'à Paris, c'est vrai qu'à Paris, moi, je suis arrivé en 80. À Paris, je commence à être un peu vieux. Quand je vois 80 à aujourd'hui, Paris a explosé, quoi. Paris en qualité, c'est exceptionnel. Des fois, on a entendu dire, il y a quelques années, les Américains qui disaient il ne se passe rien à Paris. Je ne sais pas s'ils ne connaissent pas Paris, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une fourmilière de très, très, très bons restaurants, quoi. Et c'est vrai que le niveau de la gastronomie parisienne est tellement élevé, je pense qu'il y a peut-être sans doute beaucoup de tables à Paris qui mériteraient d'avoir une étoile haut la main, quoi. Alors peut-être qu'ils ne peuvent pas en mettre autant que... Peut-être que ce serait compliqué de mettre trop d'étoiles sur Paris. Je ne connais pas assez la répartition par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'est toujours... c'est toujours dommage pour un cuisinier qui sait qu'il fait le boulot, qui sait qu'il a un certain niveau, qui se rend compte que son restaurant est plein, qu'il n'a que des louanges, et qui un jour va à Laval, je ne connais pas Laval, hein, qui va à Laval et qui va dans un restaurant où il y a une étoile, et il se dit, attends, il y a un truc que je ne comprends pas, quoi. Voilà, il y a un truc qui cloche, quoi. Et je peux comprendre aussi que Michelin fasse l'effort, voilà, d'essayer de relancer des régions, d'aider des régions, ce qui est humain. Mais en tant que cuisinier, des fois,
ça fait mal, quoi. Parce que là, tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait, quoi? Il m'aime pas, ou j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Non, mais c'est toi, c'est à un moment donné, tu te le prends pour toi, parce que tu dis, c'est humain, et, voilà, ils me reconnaissent pas pour quelle raison. Alors que techniquement, et ce que je fais dans l'assiette, et mon décor, l'effort que je fais pour les produits, la démarche que j'ai, voilà, j'ai un style de cuisine, j'ai une philosophie dans ma vie, et j'arrive pas à avoir une étoile, alors qu'il y a des endroits qui ont une étoile. Et vraiment, il y a un décalage. Mais je peux comprendre leur démarche. Mais c'est vrai qu'en tant que cuisinier, c'est très difficile à admettre. Mathieu, ce qui m'intéressait aussi dans les conversations qu'on avait, c'est que j'avais le sentiment que tu avais envie de casser un peu les codes justement des étoiles, de travailler sur l'expérience client de façon un peu plus... Tu dis que le business est dur à Paris, il y a beaucoup d'endroits qui remplissent pas, et puis il y en a certains qui remplissent. Donc c'est ça, de mêler, de casser les codes de la gastronomie. Ouais, je crois que le plus important, quoi qu'il en soit, c'est toujours d'avoir le restaurant qui est plein. Avec des étoiles. Oui, mais ou comment pas le d'étoiles. remplir, comment le remplir Après, comment le remplir, ça, il y a plein de choses. Aujourd'hui, on C'est voit que avant, l'emplacement fait beaucoup. Mais vraiment, alors que un 3 étoiles peut se passer d'emplacement. C'est-à-dire qu'il peut se mettre un peu n'importe où, les gens iront quand même. Quand on lance une affaire, et puis à l'époque, il y a 20 ans, les choses allaient un peu plus lentement. Puis dès que tu avais une étoile, tu avais de la clientèle qui venait. Il y avait peut-être 2 ou 3 fois moins de restaurants étoilés. Donc c'était plus facile. Aujourd'hui, quand on lance un projet, moi je vois, je cherche d'abord l'emplacement. Et une fois que j'ai trouvé l'emplacement et le beau projet, on fait une déco sympa avec une bonne atmosphère. Parce que les gens, ce qu'ils recherchent, je pense, c'est ce genre de restaurants. Des restaurants d'atmosphère, d'ambiance, de qualité. Et ce qu'on a fait au Divellec, il y a de tout. Il y a des plats qui vont du bistrot aux 3 étoiles. Donc les clients ont ce qu'ils veulent. Donc Michelin m'a dit, c'est on va donner ça. Mais il y a vraiment des niveaux de plats dans chaque chose pour pouvoir offrir justement un panel de plats et à des prix aussi plus ou moins abordables, parce qu'on ne veut pas avoir que des plats 50 €. Donc, arriver à offrir un client qui vient du Divellec aujourd'hui peut démarrer à 50 € un repas, ce qui n'est pas cher pour un restaurant finalement étoilé. Et ça peut monter jusqu'à 200 ou 300 €, selon ce qu'il prend. Et je crois que l'avenir, en tout cas, se joue là-dessus, sur des restaurants qui offrent un peu tout, une bonne ambiance, de la musique sympa, de la qualité, que ce soit pas trop guindé, que les touristes ou les Parisiens puissent venir souvent. Par exemple, à Histoire, tu as un patio, tu voudrais l'ouvrir. Ouais, mais Histoire, c'est encore d'autres choses, parce que Histoire, c'est citable. Donc, Histoire, c'est plein tout le temps. Mais Histoire, avant d'avoir les étoiles, ça nous a coûté tout l'argent du monde. Donc, je l'ai fait une fois, je ne le referai plus jamais. Histoire, on a attendu, on a pris 2 étoiles d'un coup, donc c'était plutôt bien. Le Michelin a été réactif sur ce coup-là. Mais il n'y a que citable. Donc c'est plus un jouet qu'une entreprise qui va chercher à se rentabiliser et à générer des profits. C'est plus par passion, par envie, voilà, un peu comme ce que je fais en Corse à Mourtely, ça m'amuse. Mais tu veux faire un parcours, on est à la on campagne. On crée une expérience, mais déjà rien que de venir dans le domaine de Mourtely, se taper les 10 km de piste pour trouver le restaurant. Déjà trouver l'entrée, c'est compliqué. Trouver le restaurant, c'est autre chose. Et arriver et après expliquer aussi aux gens que tout est produit sur place. Donc la force du projet à Mourtely, elle est là, c'est qu'on produit 95% des produits. Et amener le client à faire le tour de la ferme, lui faire chercher ses œufs, ses herbes, ses légumes, son miel, son machin, et le ramener à table, ça fait partie du jeu. Et ça justifie aussi un prix un peu plus élevé parce que... Et ça justifie des étoiles ? Pour l'instant, il n'y en a pas. On verra ça l'année prochaine. Et on va continuer sur ton actualité. Et Apicius, c'est un restaurant à étoiles. C'est quoi Lyon? Au tout début. Apicius, c'est un restaurant qui a eu 2 étoiles, qui a eu une étoile, qui en a eu. La réalité, c'est qu'avec 2 ou 1 étoile, ça a toujours cartonné. Donc l'étoile n'a pas eu grand changement sur Apicius. Et aujourd'hui, je pense que c'est le plus beau restaurant de Paris. Et moi, je rêvais de ce projet. C'est vrai qu'avec Jean-Pierre, on a parlé longuement. C'était Pierre Vigato, le chef. Pierre Vigato. Et puis, je suis très fier de reprendre ça, parce que c'est un projet qui est incroyable. Mais je ne pense pas aux étoiles. Je pense à un nouveau terrain de jeu, c'est-à-dire, tiens, comment on va pouvoir faire quelque chose
autre chose encore, offrir une nouvelle expérience au client. Mais mais déjà le lieu s'y prête, quoi. Quand tu arrives là, c'est assez incroyable. Un hôtel particulier, un jardin. Ah ouais, mais déjà, rien d'avoir un jardin dans Paris comme ça, c'est pas mal. Ouais. Et donc on peut vivre sans étoiles aujourd'hui, sans aucun souci, avec toujours cette petite frustration. C'est le plus riche, c'est lui. Hein. Non, mais je pense qu'on peut vivre sans étoiles. Je pense quand même qu'il doit y avoir plus de restaurants en France non étoilés qu'étoilés. Je ne connais pas le pourcentage, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de restaurants. Oui, sûr qu'on peut vivre sans étoiles. Tant qu'on vit avec sa passion, déjà, c'est le principal. Hein. Le principal, c'est ça, c'est continuer à se faire plaisir, c'est continuer tous les matins quand on se lève, être fier de ce qu'on va faire durant la journée, et d'arriver à, malgré qu'il n'y ait pas cette reconnaissance, mais de continuer à trouver des bons produits, de continuer à aider tous les artisans français, de continuer à aller chercher des bons petits vignerons, de façon à ce que tous les jours, que les clients, quand ils passent la porte, il n'y a qu'une chose qui compte, hein, c'est qu'ils disent « on a passé un super moment ». C'est le but final, je pense, de tous les restaurateurs, qu'on soit étoilé ou pas étoilé, parce que quand ils passent la porte, ils se disent « on a passé un bon moment, c'était super agréable ». Et on peut vivre avec ça sans aucun problème. Hein. Même si, au fond de nous, il y aura toujours, là, quand on a été cuisinier, quand on a été élevé, quand on a tété du Michelin, là, il y aura toujours ce petit pincement de cœur. Mais bon, on arrive à vivre sans et on arrive à être heureux. Et je pense qu'on arrive à vivre peut-être au quotidien, c'est un peu plus facile parce qu'on a un peu moins de pression. Stéphane, tu le ressens comme ça aussi? Oui, si tu veux, de monter des concepts et tout ça, c'est très bien, mais de donner de l'âme vraiment humaine dans ton restaurant, un lieu de vie, un lieu d'échange, recevoir des gens de la planète. Oui, donc à la Vigeon, on voit des types qui débarquent du monde entier, que ce soit de la grande star ou au facteur du coin, et qui se font plaisir sur un même degré de convivialité, d'échange et de lieu de vie. Je pense que c'est là le leitmotiv de ce que moi je veux faire. C'est qu'on n'ait pas de différence dans un lieu ou par rapport à une étoilée ou autre. Je pense que je n'ai pas à démériter par rapport à une étoile ou autre, ou à un grand restaurant. Je pense que l'idée, c'est que chacun s'y fait plaisir dans un contexte vraiment de convivialité, de lieu de vie, de plaisir, et que moi, déjà, quand je me lève le matin, j'ai envie d'y venir et m'éclater, et redécouvrir, de réinventer ou comme de faire une omelette ou une blanquette ou un super grand plat, que mes équipes puissent s'éclater. Je crois que tu as reçu un 3 étoiles d'ailleurs samedi soir. Tu avais David Kinch chez toi. Ouais, de toute façon, moi je pense que je vise les 18 étoiles Michelin. Donc, voilà, donc tu les auras. Je ne serai pas satisfait. Merci messieurs pour cette super conversation autour du Michelin.